Le 21 mai 1995, un petit avion privé a décollé de l'île de Pagan dans l'archipel des Mariannes en Asie du Sud-Est. L'avion était en route pour Saipan, où son propriétaire était résident. À bord de l'avion se trouvaient dans le pilote, le propriétaire et son partenaire commercial. Le propriétaire était un homme nommé Larry Hillblum, qui est devenu milliardaire en inventant la société de livraison internationale DHL. Le H dans DHL représente Hillblum. L'avion n'arriverait jamais à Saipan et serait retrouvé écrasé à environ 110 miles de la destination. 2 corps ont été récupérés, le partenaire commercial et le pilote. Le propriétaire milliardaire de l'avion reste introuvable. Quand la police a visité la maison du milliardaire, ils ont découvert que toutes les traces de son acide désoxyribonucléique avaient été effacées. Il n'y avait pas de cheveux dans les brosses à cheveux ou dans les drains. Il n'y avait pas de cellules de peau dans la propriété, et tous les sols et surfaces avaient été nettoyés à l'acide muriatique, pour nettoyer les échantillons d'acide désoxyribonucléique. Et bien que cette histoire puisse déjà sembler assez folle, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg, car c'est l'une des histoires les plus sombres et les plus intéressantes que vous n'avez jamais entendues. Selon la personne à qui vous posez la question, il est très probable que vous obteniez des réponses très différentes à la question de savoir quel genre de personne était Larry Hillblum. Une chose indéniable, c'est que Larry était extrêmement intelligent. Il était avocat, juge à la Cour suprême et l'inventeur de l'un des premiers traitements de texte au monde. Larry était également un innovateur en matière d'affaires. Cependant, en regardant l'histoire de l'industrie de la livraison express internationale, vous trouverez probablement un consensus considérant FedEx comme le pionnier. Cependant, DHL a été créé 10 ans avant que FedEx ne commence à utiliser des avions. Le véritable innovateur était Larry, qui a eu l'idée des livraisons express internationales lorsque les compagnies de trains maritimes ont découvert que les nouveaux navires porte-conteneurs qu'ils avaient acquis pour leur voyage transocéanique de marchandises et de matériaux depuis le continent américain jusqu'à Hawaï étaient si rapides que les navires arrivaient en avant leur documentation, grâce à la lenteur et à l'inefficacité notoire du service postal américain. Les navires ne pouvaient pas être déchargés, entraînant des pertes financières pour ces trains. Larry a assuré que cela ne se reproduirait plus tant que 6 trains l'emploieraient. Larry a tenu parole. Son entreprise est arrivée avant les navires, assurant leur déchargement immédiat. Ils ont accepté l'essai et constaté le résultat. La rumeur s'est répandue sur le service de courrier de documents transcontinental ultra rapide de Larry, capable de voyager du continent vers Hawaï 7 J7. D'autres entreprises ont rapidement commencé à l'embaucher. Et tout comme avec les documents juridiques du passé, Larry pouvait surpasser le service postal américain en livrant à tout moment, n'importe quel jour, en moins de 24 heures. Le fait que la poste américaine envoyait d'abord tous les courriers à des centres de tri régionaux, puis ils étaient envoyés à un hub plus grand avant d'être expédiés au centre de tri de destination et enfin envoyés pour être livrés, signifiait que c'était lent, prenant souvent 1 semaine ou plus pour même les livraisons locales. À cette époque, il n'y avait pas non plus de livraison postale quotidienne du continent américain à Hawaï, parce que les routes de vol de fret n'étaient pas aussi courantes, et donc il y avait beaucoup moins d'opportunités pour le fret de voyager, sauf par mer, ce qui était trop lent. Comment a-t-il fait? Comment Larry a-t-il livré si rapidement? Ou même le gouvernement américain n'a pas pu le faire?
Il a exploité la location bagages des passagers pour voyager sur des avions commerciaux. Avec des sacs pleins de documents. Contrairement aux vols cargo, les vols passagers ont lieu plusieurs fois par jour, tous les jours de la semaine. Au début, c'était juste lui. Mais avec le temps, il envoyait des coursiers livrer 160 kg de documents à diverses entreprises. Cela semble être une idée vraiment simple et basique maintenant, mais en 1969, personne n'avait jamais fait cela. Cette idée a finalement évolué en l'énorme industrie internationale de courrier aérien qui existe aujourd'hui. Larry a littéralement créé une industrie entière par lui-même. Ces pratiques de l'entreprise de Larry le conduiraient à de grandes batailles juridiques contre le gouvernement américain. Mais ne sautons pas en avant. Larry était extrêmement brillant, travailleur et ambitieux. Maintenant, ce qui peut sembler étrange, c'est que sur la page à propos de nous de DHL, elle ne consacre qu'un paragraphe à décrire de manière aussi ambiguë que possible l'homme qui a inventé les services de courrier aérien international. Cela est dû à deux raisons. Dans le monde moderne, les milliardaires fincés font tout ce qu'ils peuvent pour convaincre tout le monde que alors qu'ils vivent dans une opulence magnifique, conduisant des supercars et volant en jet privé, tout en payant le personnel le moins possible, ils sont le sauveur de l'humanité. Ils dépensent des millions et des millions de dollars en publicistes pour améliorer leur image publique et ensuite créer des manipulations et des mensonges pour nous vendre cette image. Ils dépenseront aussi des millions et des millions en charité. Pour la déduction fiscale, bien sûr, parce que Dieu nous en préserve, ils feraient réellement quelque chose juste pour être gentils, et ils dépenseront littéralement des milliards pour acheter des médias et des entreprises de médias sociaux, pour prétendre agressivement qu'ils sont des personnes merveilleuses et attentionnées qui veulent juste améliorer nos vies. En fait, ils pourraient simplement ne pas être si exploitants, offrir de bonnes conditions et salaires à leurs employés, et nous les trouverions probablement corrects. Larry n'a rien fait de tout ça. Larry se fichait que les gens pensent qu'il était un génie ou non. Il se fichait que les gens pensent qu'il était riche ou influent, et il se fichait d'être populaire. En fait, Larry essayait activement de faire exactement le contraire. Il était extrêmement discret, et il ne voulait vraiment pas que quiconque sache qu'il était le fondateur milliardaire de DHL. Vous pourriez penser que c'est la raison principale pour laquelle il apparaît à peine sur le site web de DHL. Cependant, la deuxième raison est beaucoup plus probable, et cette raison est que Larry n'était pas vraiment une bonne personne. Il était impliqué dans des choses très sombres, très sinistres, qui finiraient par faire en sorte que tout le monde le renie. Mais encore une fois, ne sautons pas aux conclusions. Larry est souvent décrit par les personnes qui le connaissaient comme étant difficile et excentrique. On disait que Larry idolâtrait Howard Hughes, ce qui pourrait expliquer son comportement étrange, confrontant et abrasif. Ou alors, il se pourrait que Larry ait été attiré par Hughes parce qu'il le voyait comme une sorte d'âme sœur. Il est impossible de déterminer le sens exact des événements. Tout chez Larry Hillblum était une étrange contradiction. C'était un homme si prudent et privé qu'il préférait séjourner dans des logements Young Men's Christian Association plutôt que dans des hôtels 5 étoiles, afin de garder un profil bas. Mais en même temps, il volait dans de vieux avions à hélices mal entretenus, qu'il pilotait souvent lui-même malgré l'absence de licence. Le point que j'essaie de faire comprendre, c'est que Larry était intelligent, mais il était aussi un peu étrange et privé. Et c'est une partie de... Vous savez quoi ? Il y a 4,4 milliards d'années, la Terre s'est formée lorsqu'un vaste nuage de poussière et de gaz a été rassemblé par la gravité jusqu'à... Je plaisante. On ne commence pas vraiment aussi loin. Mais pourquoi ne commencerions-nous pas en Californie des années 60 ? Larry Hillblum est né à Kingsburg, en Californie, une petite ville d'environ 12 000 habitants. Dès son plus jeune âge, Larry a montré une volonté de se libérer de la petite cage dans laquelle il était placé. Le père de Larry et sa mère, Helen, étaient de très bons amis. Et je me souviens être allé au ranch et Larry était dans un berceau et il était tellement plein d'énergie qu'il avait mâché tout autour du haut du berceau. Il était aventureux et ambitieux de nature, même très jeune.
Tout au long de sa jeunesse, il parlait de comment un jour il serait très riche et quitterait la ville, disant même à ses amis que lorsqu'il quitterait Kingsburg, il les appellerait de temps en temps, mais qu'il ne leur écrirait jamais de lettres. Je suppose que c'était juste la façon de Larry. Il restait rarement attaché à quoi que ce soit pendant très longtemps, préférant une sorte de mentalité libre et détachée qu'il croyait lui donner plus de liberté. Les gens au lycée se souvenaient peu de Larry comme d'un petit garçon geek, portant des chemises à carreaux, avec ses dents derrière des bagues brillantes et son visage encadré par de grandes lunettes épaisses. Il passait ses week-ends à la bibliothèque à lire le Wall Street Journal pour apprendre à investir seul. C'était un écuyer qui obtenait des notes parfaites. Le soir, Larry travaillait dans une usine de mise en conserve du coin. Contrairement à la plupart des enfants de son âge, Larry avait un travail et se distinguait par son éthique de travail remarquable. Il ne se plaignait jamais de retrousser ses manches pour faire du travail manuel. Les gens ont vite découvert l'adaptabilité remarquable de Larry. Un jour, il est arrivé à l'école sans lunettes ni appareil dentaire, arborant une nouvelle coiffure tendance et conduisant une Corvette achetée avec les profits de ses investissements. Ensuite, il a ralenti ses efforts en classe et s'est inscrit au football et au basketball. Et bien que vous puissiez supposer que peut-être la personnalité de Larry s'était transformée en celle d'un sportif, en réalité Larry avait simplement reconnu que les athlètes et les sportifs étaient ceux qui étaient populaires auprès des filles, et donc il a juste décidé d'en devenir un. Après le lycée, Larry a fréquenté l'école de droit Boalt Hall à Berkeley en Californie. Larry avait montré à la fois une aptitude et un intérêt pour les litiges et les procès, et sa formation juridique s'est spécialisée dans cette direction. À l'école de droit, il a subi une autre révision de sa personnalité. Il a laissé pousser ses cheveux et a échangé ses lentilles de contact contre les lunettes épaisses qu'il portait auparavant, et il a commencé à s'habiller en t-shirt serré et pantalon kaki, comme beaucoup de ceux qui affluaient vers la baie à cette époque. Il était prêt à être séduit par les drogues et la contre-culture de l'époque. Larry se voyait souvent comme un libéral lorsqu'il était à l'école de droit, malgré le fait qu'il se moquait de l'activisme politique comme étant inutile et qu'il considérait les vies américaines perdues, au Vietnam comme insignifiantes par rapport au nombre d'Américains qui perdaient l'enfant la vie dans des accidents de la route par exemple. Larry pouvait se croire libéral, mais son admiration pour des personnes comme le président Mao prouvait le contraire. En réalité, la position politique de Larry se rapprochait probablement plus du libertarianisme. Il croyait en plus de liberté personnelle et en moins d'interférence de la part du gouvernement, quelque chose qui allait dominer sa vie pendant la majeure partie d'une décennie. Tout en préparant son diplôme de droit, Larry a d'abord continué à faire des allers-retours entre sa ville natale et San Francisco afin de pouvoir continuer à travailler dans l'usine de conserve pendant ses soirées. Après son travail à l'usine, il dormait dans sa voiture la nuit avant de retourner à Berkeley le lendemain pour assister aux cours. Après la fermeture saisonnière de la conserverie, Larry est devenu coursier pour un cabinet d'avocats à San Francisco. Son temps en tant que coursier de documents avait deux avantages. Le premier était qu'il lui offrait de l'expérience et des contacts professionnels avec des banques, assurances et autres entreprises qui avaient un besoin crucial de transporter des documents sensibles à temps. Le deuxième avantage était que Larry a rencontré de nombreuses hôtesses de l'air très attirantes. Larry a toujours refusé de s'habiller comme le souhaitaient ses professeurs et employeurs, d'une façon plus adaptée à un étudiant en droit. Il a continué à s'habiller de façon décontractée, coupant rarement ses cheveux ou sa barbe. Au fond de lui, Larry savait qu'il n'avait pas besoin de s'habiller comme un avocat car il n'allait jamais travailler pour un cabinet d'avocats. À l'intérieur des mécanismes de son esprit inhabituel, une autre révision de la personnalité était déjà en cours. Si cette vidéo vous plaît, aimez-la, commentez-la pour l'algorithme et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Merci. De plus, si vous souhaitez soutenir encore plus la chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don au Patreon, qui est un Patreon de 2 $. Merci pour votre soutien et retour à la vidéo. Dans les années 60, il n'y avait qu'une seule entreprise de coursiers, bien que cela soit difficile à imaginer aujourd'hui, qui était responsable de la livraison de tout, et cette entreprise était la Poste américaine. Elle avait le monopole total de la livraison d'articles sur de courtes et de longues distances. Tout le monde était à la merci de leur capacité ou de leur incapacité à livrer à une destination différente.
Voyez, le fret aérien était encore assez cher car il n'y avait pas vraiment beaucoup de routes à l'époque, et aussi parce que la technologie du voyage aérien n'avait pas vraiment assez avancé pour devenir aussi bon marché et courante qu'elle l'est aujourd'hui. C'était généralement le mode de voyage pour les riches, les entreprises et ceux qui pouvaient se le permettre. La plupart des lettres et des colis étaient envoyés par des méthodes terrestres, voitures, trains, camionnettes. Les rares occasions où quelque chose serait envoyé hors du pays, cela serait fait avec des avions cargo peu fréquents ou beaucoup plus couramment par bateau. Cette situation frustrait certaines entreprises. Les avocats devaient fréquemment que des documents judiciaires urgents soient livrés avant une date limite ou d'audience. Les compagnies d'assurance auraient besoin que les contrats soient déposés immédiatement, ou l'assurance fournie par le contrat ne serait pas valide. Et les banques? Eh bien, les banques voulaient que leurs documents financiers soient envoyés d'un endroit à un autre le plus rapidement possible, car chaque jour où ils n'étaient pas déposés et livrés était un autre jour d'intérêt perdu. Mais que pouvait Amotel faire? Il n'y avait pas de vol de fret fréquent pour les documents envoyés hors de l'État et pour les documents à l'intérieur de l'État, elle devait en compter sur le calendrier de livraison rigide et lent du service postal américain. Le service postal américain n'avait aucune raison de changer sa façon de faire, puisque les gens n'avaient qu'un choix de carrière, et c'était eux. Larry transportait des documents avec lui dans des avions d'Oakland à Los Angeles pour le cabinet d'avocats pour lequel il travaillait. Bien que cela ne soit que local et léger, cela lui a donné l'idée que tout passager sur n'importe quel vol pourrait théoriquement utiliser toute leur allocation de cabine pour transporter des documents et profiter des vols fréquents plusieurs fois par jour à travers le pays. Auparavant, ces itinéraires étaient un peu limités car ils transportaient des documents en vol entre les cours, mais devaient revenir à temps pour assister aux classes. Mais après avoir obtenu un diplôme en droit, il n'était soudainement plus limité et a convaincu ses employeurs de lui donner la route de Los Angeles International Airport à Honolulu, une route très populaire auprès des coursiers car elle signifiait essentiellement un séjour de quelques jours dans l'un des endroits les plus beaux sur Terre, pour Larry. Cela signifiait aussi que beaucoup de filles, qu'il avait être rejetées auparavant, étaient soudainement très intéressées à l'accompagner une fois qu'elles savaient qu'elles allaient rentrer à Hawaï. Ses employeurs ont accepté de lui laisser la route, mais il allait devoir tourner avec les autres coursiers, ce que Larry ne voulait pas faire, et donc il a réalisé que s'il possédait simplement la société de courrier, il pourrait prendre toutes les décisions. Le défi était de convaincre les banques, assurances et cabinets d'avocats de confier leurs documents sensibles à une nouvelle entreprise dirigée par un jeune diplômé en jeans et t-shirt. Il manquait également de fonds de démarrage suffisants. La part de vérité de cette histoire est vraiment inconnue car les deux seules personnes qui peuvent la confirmer sont maintenant décédées. Nous n'avons donc aucun moyen de vérifier cela. Mais l'histoire raconte que Larry a rencontré un vendeur nommé Adrian Dalsey lors de ses courses. Dalsey, représentant commercial dans le même cabinet d'avocats que Larry, était son exact opposé. Il était bien habillé, il s'exprimait bien et savait comment convaincre et persuader les gens. Ils ont discuté des types d'entreprises pouvant bénéficier des services d'une entreprise de livraison express de documents. Ils étaient tous les deux d'accord pour dire qu'il y avait un potentiel beaucoup plus grand pour l'entreprise que leur employeur actuel n'était prêt à explorer. Dalsey et Hillbloom avaient des approches opposées, ce qui engendrait fréquemment des frictions entre eux chrono. Mais ils reconnaissaient aussi tous les deux qu'ils avaient en besoin l'un de l'autre. Dalsey avait accès au crédit et à la clientèle de son temps en tant que vendeur, et Hillbloom était prêt à travailler à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine, et à fournir également des services juridiques gratuits. En septembre 1969, ils se sont incorporés et ont fait entrer un troisième partenaire nommé Robert Lynn, qui fournirait un capital supplémentaire, et ils ont ensuite utilisé leurs initiales pour trouver le nom de l'entreprise DHL. Cependant, peu après l'incorporation, l'un a décidé de se retirer, pensant que l'entreprise risquait d'échouer. Je ne peux pas imaginer combien de nuits il s'est endormi en criant en pensant à ça. Dalsey a passé les mois suivants à rencontrer des clients pour essayer de les inscrire. Il a noté rapidement que Citroën Lines souhaitait envoyer des documents d'expédition de Los Angeles à Hawaï. Leur activité s'est vite développée et ils ont rapidement signé 2 nouveaux clients par mois, embauchant d'autres personnes pour les vols et le transport de documents.
Quand la Bank of America a engagé DHL pour le transport de documents, ils ont aussi poussé Larry et Adrian à développer leur entreprise et couvrir plus de destinations. Contrairement à la Poste qui facturait par article, DHL a décidé de facturer simplement par portefeuille en plastique. Cela semblait être une affaire insensée en comparaison puisque si vous remplissiez le portefeuille au maximum, vous économisiez environ 4 à 500% par rapport à l'envoi postal. Avec le temps, le Federal Bureau of Investigation est devenu méfiant envers l'entreprise qui distribuait des billets gratuits et a dépêché des agents pour enquêter. À un moment donné, le Federal Bureau of Investigation est venu rencontrer Larry parce qu'ils enquêtaient sur la raison pour laquelle nous donnions des billets gratuits. Et donc le Federal Bureau of Investigation est devenu des coursiers pour nous pendant leur temps libre s'ils voulaient partir en vacances. En 3 ans, DHL est devenue une entreprise d'1 million de dollars. Pour référence, Microsoft a mis 4 ans pour atteindre un chiffre d'affaires d'1 million de dollars. À l'époque, c'était l'entreprise à la croissance la plus rapide de l'histoire. Le faible coût pour le consommateur, plus l'efficacité éblouissante par rapport à la Poste, signifiait que chaque entreprise, de Standard Oil à IBM, utilisait DHL. DHL était si bon dans leur travail. La Réserve fédérale a préféré utiliser DHL plutôt que le service de livraison gouvernemental. Pour économiser encore plus d'argent, Larry arrêterait d'embaucher des gens comme coursiers et paierait simplement les billets d'avion des voyageurs s'ils étaient pas prêts à renoncer à leur franchise de bagages. Puis au sol, un coursier irait au carrousel et collecterait, 20 ou 30 sacs, puis les emmènerait à la station. Prêts à être triés et livrés, cela créait souvent des problèmes aux douanes, car personne n'avait vraiment fait cela auparavant, et la plupart des douaniers n'étaient même pas sûrs qu'une personne était autorisée à collecter 30 sacs plus tard. De nombreux pays créeraient en fait des règles interdisant cela car cela ralentissait les contrôles douaniers des passagers dans les aéroports. Le point que j'essaye de faire est que l'entreprise grandissait comme une bombe atomique. Rien ne pouvait les arrêter. Eh bien, c'est ce qu'il semblait. En janvier 1972, les bureaux de DHL ont reçu un telex, qui est une version ancienne d'un email, qui venait de la Civil Aeronautics Board, le régulateur gouvernemental pour le voyage aérien. Le telex a immédiatement ordonné à DHL de cesser ses opérations, car ils opéraient sans licence. À cette époque, toute entreprise qui possédait et pilotait des avions avait besoin d'une licence d'exploitation. Larry l'a tout de suite rejeté car il a correctement identifié que DHL ne possédait ni n'opérait aucun avion. Ils utilisaient les avions d'autres personnes et donc cela ne s'appliquait pas à lui. À l'insu de Larry et de DHL, l'action avait en fait été provoquée par un concurrent qui s'était senti lésé par DHL pendant les premières années de croissance explosive. Loomis Armored Cars avait voulu percer sur le marché asiatique, dans lequel DHL commençait à s'implanter. Ils ont estimé qu'ils faisaient à peu près le même travail, mais simplement de différentes manières, et comme Loomis était à cette époque 10 fois plus grand que DHL, ils ont simplement proposé de racheter DHL, ce qui signifiait que Dalsey et Hillblum devraient revendre leur part à Loomis. Dalsey, ayant vécu la Grande Dépression, craignait de tout perdre, le rendant plus réticent au risque que Larry, 26 ans et insouciant. Dalsey soutenait le rachat. Lorsque le rachat a été suggéré lors d'un dîner avec Dalsey et Hillblum, Larry a refusé, ce qui a incité le président-directeur général de Loomis à menacer que s'il n'acceptait pas, il les embourberait dans des litiges jusqu'à ce qu'ils fassent faillite, ajoutant qu'il l'avait déjà fait auparavant avec d'autres concurrents. Larry a toujours dit non. C'est ce dîner et le refus de Larry qui ont incité Loomis à signaler DHL pour exploitation sans licence auprès de la Civil Aeronautics Board, une licence qu'ils n'avaient eux-mêmes pas non plus. Quand Larry a ignoré l'avis de Taxi, Loomis a ensuite porté plainte contre DHL affirmant qu'ils étaient injustement forcés de concurrencer l'opérateur voyou qui ne respectait pas les règles. Au tribunal, le comportement excentrique de Larry a convaincu le juge de statuer en faveur de Loomis, déclarant DHL opérateur illégal. Pour la première fois, Larry était nerveux quant à l'avenir de son entreprise.
Il a alors décidé que la manière la plus simple de gérer la situation était de faire tout ce qu'il pouvait pour obtenir une licence de la CAB, ce qui rendrait le procès Loomis caduc, puisque DHL ne serait alors plus un opérateur hors la loi. Malheureusement, Larry a rencontré quelque chose de plus têtu que lui. Le gouvernement américain. Finalement, une rencontre fortuite avec un avocat de taxi lui donnerait un indice. L'avocat a affirmé que l'affaire serait abandonnée si DHL démontrait une volonté de se conformer. Cela signifiait qu'il devait démontrer à la cabine que DHL avait l'intention de faire tout ce qui était nécessaire pour se conformer à la licence, même s'ils ne le faisaient pas immédiatement. Ils doivent juste montrer leur intention. Les demandes de CAB étaient en tant que, tout d'abord, les directeurs de station devaient être intégrés à la structure de l'entreprise et ne seraient en plus indépendants. La deuxième était de fournir une liste de tous les tarifs aériens utilisés pour facturer les clients, qui devraient être approuvés par CAB. La dernière exigence était que Hillbloom et Dalsey ne seraient pas autorisés à posséder ou à contrôler une partie de DHL International, ce qui signifierait qu'une nouvelle structure juridique serait nécessaire pour intégrer l'international dans la structure corporative principale, mais aussi pour le séparer du contrôle et de la supervision de Larry et Adrian. Se sentant abattu, Larry décida de rendre visite à son ancien professeur de droit à Berkeley, qui était un avocat en exercice spécialisé dans les affaires antitrust, avec un historique et un palmarès de victoires dans des affaires de David contre Goliath contre les grandes entreprises. Son nom était Peter Danisi. Larry a présenté le cas à Danisi, qui a accepté de participer et de préparer des arguments pour le procès. Pendant ce temps, Larry a tout fait pour se conformer au CAB, et ils lui ont accordé une licence provisoire de 6 mois. Larry ignorait que son partenaire Adrian Dalsey avait donné à Loomis des détails sur leur opération interne et leur rémunération. Après cette première rencontre avec Loomis, où Larry avait rejeté le rachat, Adrian avait rencontré Loomis une douzaine de fois par la suite et avait également communiqué par lettres et télégrammes. Ces découvertes ont été faites quand Danisi a assigné à comparaître les dossiers de Loomis lors du procès. Lorsque Larry l'a appris, il a choisi de simplement virer Adrian. Peu de temps après, 2 agents de la CAB se sont présentés au siège de DHL pour parler à Larry et évaluer si DHL avait effectivement respecté les demandes de la CAB ou non. Lorsque Larry a rencontré les 2 agents, il était très nerveux et a sorti la mauvaise carte de visite, malheureusement pour lui. La carte qu'il leur a remise était celle qui indiquait « vice-président des opérations internationales », ce qui prouvait qu'il ne s'était pas exclu des opérations internationales comme CAB l'avait demandé. Cette seule action a fait échouer ses efforts. Danisi avait interjeté appel contre la décision du juge d'origine, affirmant que le juge n'avait jamais eu l'autorité pour statuer sur l'affaire car Loomis n'avait aucune raison de porter l'affaire devant le tribunal en premier lieu. Cela s'était confirmé par une lettre du président du CAB de l'époque qui détaillait comment un ancien ami de fraternité l'avait appelé et lui avait demandé d'enquêter sur l'un de leurs concurrents. Cet ami de fraternité était Charles Loomis. Cela a prouvé une certaine collusion entre les deux qui a invalidé le procès original. Le tribunal a statué que DHL n'avait pas besoin de la licence en premier lieu, mais a également mis la CAB en charge de la régulation de DHL. C'était une victoire solide et juste au moment où cette affaire a été décidée, le directeur général des postes à Hong Kong a décidé de perquisitionner les bureaux de DHL là-bas, soupçonnant une violation du monopole postal alors que le transport de documents n'était pas sous la juridiction du service postal de Hong Kong. Le transport de lettres l'était et ils ont donc perquisitionné DHL pour essayer de prouver qu'ils avaient secrètement transporté des lettres qu'ils n'avaient pas. Cela serait un problème beaucoup plus grand, car la poste de Hong Kong était encore sous contrôle britannique à l'époque, tout comme Hong Kong. Et donc, en effet, Larry argumentait contre la Royal Mail. Le directeur général de la poste de Hong Kong avait fait un argument simple. Tout ce qui est dans une enveloppe est une lettre. L'affaire est donc devenue une question de définition de ce qui constitue une lettre. Bien qu'étant lui-même un avocat qualifié, Larry a réalisé qu'il aurait besoin de quelqu'un de plus expérimenté et plus respecté. Il a donc engagé un Queen's Counsel britannique anobli, qui a plaidé et gagné l'affaire pour lui en soulignant simplement que les contrats commerciaux ne sont pas des lettres, et ne sont donc pas soumis au contrôle de Royal Mail ou de Hong Kong Post. Une fois les poursuites réglées, Larry s'est concentré sur l'éviction complète de l'autre fondateur, Adrian Dalsey, de l'entreprise.
Adrian, vieillissant, s'était fatigué et avait également mis enceinte une jeune fille philippine lors d'un de ses voyages d'affaires à l'Est, au grand désarroi de sa femme. Larry était sûr que s'il proposait les 300 000 que Loomis avait proposés un an plus tôt comme frais de rachat, Dalsey l'accepterait. Le seul problème était que, malgré sa valeur de plusieurs millions, DHL manquait de liquidité en raison de ses dépenses égales à ses revenus, conséquence d'une croissance démesurée. Il allait avoir besoin d'une injection de liquidité. Pour ce faire, Larry a convaincu un ancien collègue nommé Kurt Carl Smith d'acheter Dalsey en partageant l'entreprise et de prendre sa position. Après quelques négociations, un accord a été trouvé et Dalsey a démissionné. Mais le comportement abrasif de Larry a rapidement usé Carl Smith qui s'est volontairement effacé en arrière-plan et a simplement cessé de se présenter au travail. Cela signifiait que Larry avait le contrôle total de l'entreprise sans débourser un centime. La chose finale, la dernière chose que Larry espérait réaliser était de se dégager de sous le conseil de l'aéronautique civile. Alors qu'ils avaient gagné le procès contre Loomis, Cab était toujours aussi le superviseur des opérations de DHL. Larry croyait toujours qu'il n'avait jamais eu de juridiction en premier lieu, alors il est allé au Sénat américain pour parler au Sénat. En particulier Ted Kennedy, le frère cadet de John Fitzgerald Kennedy, qui faisait campagne en soutenant les entreprises. Larry a rédigé une déclaration détaillée à lire au sénateur dans l'espoir de le convaincre et de trouver un allié gouvernemental. Au moment où il commençait à lire la déclaration, Kennedy l'a interrompu, lui demandant de quelle manière il était sous la juridiction de la CAB. Larry a répondu que la CAB avait soudainement décidé que les opérations de courrier étaient en fait des opérations de fret. Kennedy a demandé si DHL pilotait un avion. Larry a répondu non à la question de savoir si DHL possède un avion. Non encore, est-ce que DHL loue des avions ? Et un dernier nom de Larry a fait réfléchir Kennedy pendant une seconde avant de demander « Comprenez-vous cette politique ?» Larry a répondu non. Mais nous ne pensions pas que cela devait avoir beaucoup de sens pour nous. Soudain, un éclat de rire a balayé la pièce et Larry savait que cette fois, sa personnalité maladroite n'avait pas gâché la situation et bientôt DHL serait libre. Mais ces conflits avec le gouvernement ne faisaient que débuter. L'idée d'un service postal monopolisé remonte à la joyeuse vieille Angleterre, d'où je viens. Le roi Henri VIII a établi un service postal monopolisé en 1516. Il a été créé pour deux raisons, la seconde plus que la première. La première raison était que les services clients privés négligeaient les itinéraires non rentables, et donc ces zones n'avaient un peu pas vraiment de service postal et cela nécessitait que le gouvernement les remplace, ce qui était essentiellement comme le gouvernement subventionnant les pertes des coursiers indépendants. Henri n'aimait pas cela, et donc il a pensé que s'il prenait simplement le contrôle de tout, alors non seulement la couronne arrêterait de perdre de l'argent, grâce à l'absorption des itinéraires rentables qu'il pourrait ensuite utiliser pour subventionner les non rentables. Le pays aurait un service postal plus efficace qui couvrirait tout le pays. Oh, la deuxième raison était qu'il aurait alors le contrôle total de tout le courrier. Il voulait surtout intercepter le courrier destiné aux Écossais dans le Nord. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la révolution contre les Britanniques, ils ont découvert les mêmes problèmes concernant l'efficacité et le coût de la livraison. Et étant donné qu'ils entraient en guerre, la communication nationale était extrêmement importante. Donc le Congrès a créé le service postal des États-Unis. Le tout premier Postmaster General était le grand Ben Franklin. Des siècles plus tard, le United States Postal Service était devenu un système grinçant et inefficace, conçu pour un objectif bien plus restreint. La croissance massive que les États-Unis avaient reconnue, couplée à un sous-financement chronique, avait laissé le United States Postal Service pas vraiment adapté à l'objectif dans le nouveau monde des affaires rapide des années 70. C'est pendant les années 70 que le pays a commencé sa massive période de déréglementation qui a duré une décennie, commençant avec Jimmy Carter et menant jusqu'à la célèbre « Le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement pose problème. » Après avoir observé une grande poussée vers l'industrie privée, le directeur général de United States Postal Service a commencé à craindre à juste titre que son institution, et par extension son emploi, ne survivent pas intacts aux années 70. La plus grande menace était DHL. William Bolger était le directeur général à cette époque et a vu
La croissance fulgurante de DHL et la dépendance grandissante des entreprises envers elle menacent sérieusement United States Postal Service. Il a fait valoir que DHL faisait exactement la même chose que les coursiers privés en Angleterre médiévale, prenant toutes les affaires rentables et laissant ensuite le gouvernement avec les non rentables. Ce qui n'était pas entièrement vrai car à cette époque, DHL domestique perdait réellement de l'argent et c'était DHL International qui en ramassait. Bulger a redéfini ce qui comptait comme une lettre, la même stratégie que le maître général des postes de Hong Kong avait essayé auparavant. Contrairement à la poste de Hong Kong, Bulger autoriserait DHL à rester un service de courrier sous deux conditions. La première était que l'United States Postal Service aurait un accès immédiat et total à tous les courriers et documents de soutien pour inspection sur demande. La deuxième était que DHL devrait acheter l'affranchissement applicable de l'United States Postal Service et l'apposer sur leur colis, ce qui donnerait l'impression que l'United States Postal Service était réellement le transporteur, et cela donnerait également à l'United States Postal Service une nouvelle source de revenus car DHL payait effectivement 2 fois les frais de livraison. Larry et les autres nouveaux coursiers express ont ignoré la nouvelle réglementation, rechignant à l'idée. Mais en quelques semaines, Bulger a démontré le pouvoir à sa disposition, envoyant des inspecteurs et des agents postaux dans les centres de tri DHL pour exiger des registres, perturbant les affaires, et à l'occasion même en confisquant leurs colis et en les envoyant via leurs propres services à la place, puis en facturant DHL pour cela. Il retiendrait également tous les colis pendant 48 heures sous le prétexte d'une inspection fédérale. Et puis libérer tout cela, une tactique calculée conçue pour simplement retarder leur livraison de 48 heures et faire manquer à DHL leur délai de livraison. Mais parce qu'ils ont tout libéré avant que 48 heures ne se soient écoulées, aucune action en justice ne pouvait être entreprise. Il est important d'illustrer à ce stade à quel point DHL était ancré dans l'économie mondiale. DHL a fait pour la mondialisation des coursiers ce que McDonald's et Coca-Cola ont fait pour la mondialisation de la nourriture et des boissons, en ce sens que la livraison de courrier mondialisé existait grâce à DHL. La plupart des principales industries mondiales comptaient sur le service de livraison le lendemain de DHL. Tout des documents bancaires au plan de raffinerie s'affaissement de pétrole au Moyen-Orient dépendaient de DHL, qui apportait des documents en aller-retour quotidiennement. Un service que le United States Postal Service ne pouvait pas fournir. Enlever DHL et la grande majorité du développement des affaires en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique tout au long des années 70 et 80 n'arrive tout simplement pas. DHL n'était pas seulement influent. C'était nécessaire. Pour y remédier, Larry a intégré plusieurs groupes de pression d'entreprises afin de convaincre le Congrès d'accorder plus de liberté aux sociétés privées. Il savait d'après son expérience avec la poste de Hong Kong que tout ce qu'il avait à faire était de s'assurer que les colis d'affaires qu'il livrait quotidiennement ne soient pas décemment mais soient pas définis comme du courrier privé. Et tout cela a donné des résultats car en 1976, la CAB a soudainement accordé à DHL une licence d'exploitant sans aucune condition. Et le Postmaster General a redéfini le courrier express comme tout courrier coûtant 2 fois la valeur de la première classe. L'objectif principal était de s'opposer à un nouveau projet de loi soutenu par les groupes de lobbying auxquels Larry avait adhéré. Ce projet de loi imposerait des restrictions nettement plus sévères à la CAB et au Postmaster General. L'arrêt soudain des actions contre Express Couriers était en réalité le gouvernement qui capitulait pour se protéger. Pour la 3e fois, Larry avait vaincu le gouvernement. À ce moment-là, les batailles constantes et les stress couplés à une expansion rapide avaient commencé à faire reculer Larry de la vie quotidienne des affaires. Les gens le voyaient de moins en moins au bureau et il passait de plus en plus de temps à explorer diverses petites communautés en Micronésie à la place. Il se sentait aussi seul à force de se concentrer uniquement sur DHL. Il s'est souvenu qu'il n'avait jamais vraiment voulu diriger un empire commercial. Ce qu'il voulait réellement, c'était la même chose que son idole Howard Hughes voulait, qui était simplement d'utiliser l'empire commercial pour financer un style de vie qui lui convenait, et puis, de l'ombre, s'immiscer dans les affaires de temps en temps quand cela lui convenait. Hughes avait hérité d'une énorme fortune provenant du forage de ses parents, mais il n'avait jamais voulu s'impliquer dans l'entreprise et avait plutôt utilisé ses revenus pour financer ses incursions dans le cinéma et plus tard en tant qu'ingénieur en aéronautique. Larry partageait certaines particularités avec Hughes. Ils étaient à tous les deux farouchement privés et n'appréciaient vraiment pas de se mêler à d'autres personnes riches, et ils avaient en tous les deux une peur mortelle des germes.
Au fil des années, Larry avait pris l'habitude de transporter un spray Lysol, vaporisant ses mains avant et après avoir touché quoi que ce soit qui n'était pas attaché à lui. Mais alors que Hughes était un célèbre reclus antisocial, Hillbloom était une personne très sociable. Il aimait rencontrer de nouvelles personnes et explorer. Il n'aimait simplement pas rencontrer des gens riches ou des dignitaires ou des politiciens. Il préférait en fait rencontrer des gens pauvres. C'est ainsi qu'il en est venu à vivre à Saipan. Saipan fait partie d'un ensemble d'îles en Asie du Sud-Est qui avaient une importance stratégique massive pendant les différentes guerres. L'île de Tinian, juste au sud de Saipan, avait été l'île d'où les États-Unis avaient largué des bombes atomiques sur les Japonais. Vous pouvez voir une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Les îles étaient nées sous autorité américaine, sans avoir les mêmes droits que les citoyens américains, bien que les États-Unis prétendaient qu'elles faisaient partie d'un territoire commun américain. Malgré un accord entre les États-Unis et les îles Mariannes, les habitants de ces îles se sont vus refuser à maintes reprises le droit de vivre et de travailler en tant que citoyens américains. En conséquence, les îles avaient collectivement une interprétation très lâche de la loi américaine et n'appliquaient souvent pas les lois américaines avec lesquelles elles n'étaient pas d'accord. Larry voyait cela comme une sorte de Far West où il pourrait modeler et influenceur d'un point de vue juridique. C'était aussi un bon endroit pour se cacher de l'Internal Revenue Service qui avait commencé à soupçonner que Larry échappait aux impôts et contrôlait illégalement DHL International, par des actions détenues par temps pour lui par des directeurs de stations asiatiques au sein de sociétés fictives. La nature souveraine, mais pas vraiment souveraine des îles Mariannes, comportait d'autres avantages financiers. Par exemple, un citoyen là-bas avait droit à un remboursement d'impôts de 95% sur les impôts d'eau fédéraux, sur le revenu américain dans le cadre d'un accord de taxes miroir entre les deux. Il était aussi discutable de savoir si les gens devaient déclarer leurs impôts pendant leur citoyenneté. La plupart ne le faisaient-on pas. Pour tenir l'Internal Revenue Service à distance, Larry voulait d'abord acheter la banque de Saipan, afin de ne pas avoir à garder ses finances dans une banque contrôlée par la Fed. Larry garderait son argent dans sa propre banque. Saipan était le style de vie qu'il recherchait. Il a eu beaucoup plus de procès au fil des années contre le gouvernement américain ou Continental Airlines, mais il n'a pas quitté la Micronésie. Au lieu de cela, il s'est lié d'amitié avec le juge local et a demandé à ses avocats de s'assurer que tous les procès se déroulent sur l'île où il avait de l'influence. Un sentiment d'excitation et d'aventure a envahi Larry lorsqu'il s'est installé à Saipan. Son séjour à Saipan pourrait être qualifié avec précision de ses années de loisirs. Malgré le fait d'être un millionnaire au sens propre du terme et de posséder des propriétés et même des îles en Micronésie, Larry était notoirement avare. Larry ne voyait pas l'intérêt de dépenser plus quand ce n'était pas nécessaire. C'est pourquoi il conduisait une vieille Honda autour de l'île au lieu de la DeLorean, offerte par la famille royale saoudienne. Au fil des années, Larry a développé 3 passions qui finiraient par causer sa perte. L'aventure, les avions et les femmes. Eh bien, plus précisément, les filles. Après que Larry a acheté des propriétés sur l'île et a même convaincu l'évêque de lui permettre d'apporter un certain jeu limité à la région locale, il y a eu une augmentation du tourisme étranger qui a attiré un type spécial de bar dans la région. Ces bars serviraient de l'alcool et auraient un tas des serveuses d'âge douteux importées de lieux comme les Philippines et d'autres petites îles. Elles seraient appelées officiers de relations avec les invités ou officiers de relations avec les invités en abrégé, et elles prendraient une redevance pour certaines facultés privées. Un tel garçon est apparu sur l'île et a été appelé Poppies. Un soir, alors qu'il divertissait Peter Danisi et un autre avocat que Larry avait embauché dans l'un de ses nombreux procès contre Continental Airlines, il les a emmenés à Poppies où Larry était à la fois un habitué et populaire, principalement parce qu'il était un très gros pourboire. Ce soir-là, une jeune fille philippine de 18 ans travaillait et a attiré l'œil de Larry. La procédure habituelle consistait à offrir un verre à la fille, et ce verre serait la rémunération de la fille pour accompagner l'homme à l'intérieur du bar à la table. Si l'homme aimait ensuite la fille, il paierait une autre redevance appelée « frais de tablé », et cela signifierait qu'elle serait autorisée à quitter le bar avec lui. Pour certaines filles, ce qui deviendra évident, vous pourriez payer une 3e redevance appelée « frais de cerise ».
Larry a invité la fille à boire un verre avec eux à leur table. Son nom était Joséphine. Contrairement aux autres GRO, Joséphine jouait difficile avec Larry. Elle appréciait sa compagnie et lui la sienne, mais chaque fois qu'il lui demandait de la mettre à table ou de payer son droit d'entrée, elle disait non. Ce qui amusait les amis de Larry. J'étais avec lui quand il a rencontré Joséphine, et il a été instantanément épris de Joséphine. Et je ne comprenais pas pourquoi, car Joséphine ne parlait pas beaucoup anglais, et tout ce qu'elle disait était non, non, non à chaque question non. Et je pensais qu'elle était blanche, Larry, c'est pourquoi tu perds ton temps avec cette fille. Mais il y avait quelque chose chez elle qui l'a simplement frappée. Finalement, Larry l'a convaincue en lui disant que si elle rentrait chez lui, il lui offrirait une vie meilleure et donc elle est venue se vivre avec Larry et est devenue sa petite amie. Il lui a acheté quelques propriétés et une Toyota MR2 et comme promis, il lui a offert une vie meilleure. Mais il n'avait jamais promis d'être fidèle. Et chaque fois que Larry quittait l'île, il errait. Quelquefois au début de leur relation, il a fait l'erreur de le faire alors qu'il était encore sur l'île, et les locaux voyaient la Toyota rouge de Joséphine rôder autour des parkings tard dans la nuit à la recherche de la Honda de Larry. Quand elle l'a trouvée, les gens savaient qu'un spectacle les attendait. Elle était jalouse et soupçonnait Larry de voir d'autres femmes dans son dos, alors elle utilisait un marqueur noir et elle a écrit Joséphine sur tous ses sous-vêtements. Donc il avait des sous-vêtements qui disaient Joséphine. Mais ce n'était pas seulement Joséphine qui était jalouse au départ, Larry l'avait autorisée à continuer à travailler chez Popeyes, mais il envoyait toujours un employé pour s'assurer que personne ne la dérangeait pendant qu'elle travaillait, et finalement, il l'a simplement empêchée de travailler là-bas. Il était évident qu'il avait de véritables sentiments pour elle, même s'il était loin d'être le partenaire idéal, et il l'était certainement. Elle a demandé à Larry de l'inclure dans son testament, mais Larry a refusé, arguant que cela lui donnerait une incitation à le tuer. Je suppose que toutes ces disputes avec le gouvernement et différentes entreprises, et même certains de ses amis, l'avaient remarqué de toutes les formes de paranoïa. Au cours des mois suivants, Larry a commencé une campagne d'investissement effrénée sur l'île, créant de nombreuses entreprises et achetant des propriétés partout sur l'île. Cela l'a mis en position d'être très influent. Il a également aidé à plusieurs reprises les îles à rester indépendantes du contrôle fédéral des États-Unis en s'exprimant au Congrès au nom de l'île, apparaissant fréquemment pour représenter la liberté des insulaires de vivre et de se gouverner eux-mêmes. Ce qui était bien sûr des conneries, il se fichait que les insulaires soient vent libre, il se souciait juste que le gouvernement fédéral soit tenu à distance. La lutte en faveur de la Micronésie avait attiré à lui certains de ses natifs les plus influents, et les tribunaux de l'île ont fait de Larry un juge spécial de la Cour suprême, ce qui lui a donné le pouvoir de légiférer et de créer des arguments juridiques. Il y a des années, Russ Curtis avait créé une fiducie d'entreprise, principalement détenue par des insulaires. Cela a permis de racheter des terres précédemment prises ou achetées par des étrangers lors de leurs multiples occupations. Cette fiducie était appelée l'Association de développement uni de Micronésie ou Association de développement uni de Micronésie en abrégé. Son unique but était de s'assurer que les propriétés insulaires restent la propriété des insulaires. Bien que seuls les insulaires aient été autorisés à acheter des actions de l'Association de développement uni de Micronésie, la compagnie américaine Continental Airlines avait réussi à en prendre le contrôle de facto en signant un accord pour créer une compagnie aérienne pour la Micronésie appelée Air Micronesia, ou Air Mike en abrégé. L'accord prévoyait que Continental fournirait avions, personnel et licences d'exploitation. La Micronésie est propriétaire de l'entreprise mais partagerait les bénéfices avec Continental. 10 ans après la signature de l'accord, Continental n'avait rien partagé avec UMDA. Continental a ensuite utilisé son influence et son argent pour convaincre le président de UMDA de lui vendre sa participation dans l'entreprise. Il a aussi convaincu d'autres membres du conseil de voter pour changer ses charges pour permettre la détention par des étrangers. Larry avait également été occupé à voler autour des îles pour acheter des actions individuelles, une à une auprès de divers insulaires. À la fin, il possédait environ autant d'actions que Continental. Continental et Larry se sont affrontés devant le tribunal pour le contrôle de UMDA comme prévu. Après quelques manœuvres juridiques créatives, Larry a surpassé Continental Airlines, les forçant à négocier.
Larry les avait tellement intimidés dans la salle d'audience qu'il a fini par posséder Air Mike, faisant reculer Continental et forçant leur président-directeur général à remettre personnellement son passe de privilège de président-directeur général à Larry dans le cadre de l'accord. Cela signifiait de manière hilarante que si le président-directeur général et Larry voulaient monter à bord du même vol et qu'il ne restait qu'un seul siège, Continental serait contraint de donner ce siège à Larry au lieu de leur propre président-directeur général. Ce qui était encore plus impressionnant, c'est que le riche entrepreneur président-directeur général que Larry a vaincu était le célèbre briseur de syndicats Frank Lorenzo. Si vous ne connaissez pas Frank Lorenzo mais que vous avez vu le film Wall Street, sachez que le personnage de Michael Douglas Gordon Gekko était inspiré de lui, ce qui en dit long sur le genre d'homme qu'il était. Donc maintenant, Larry possédait personnellement une compagnie aérienne, ainsi qu'une participation majoritaire dans UMDA, ce qui lui donnait effectivement le contrôle sur la plupart des terres et des entreprises à Saipan. Larry avait presque atteint son objectif d'imiter Howard Hughes. C'était un magnate des affaires puissant et influent, propriétaire d'une compagnie aérienne et presque milliardaire. Larry partagerait également une autre habitude avec son idole, une habitude de faire s'écraser des avions. Larry aimait voler, pas seulement commercialement mais aussi personnellement. Il pilotait réellement. Il n'avait pas de licence de pilote, mais depuis quand un manque de permission a-t-il déjà empêché Larry de faire quoi que ce soit? Mais il ne volait pas dans des Learjet privés comme les autres personnes riches. Larry a acheté et piloté des avions à hélice antiques des années 1950. Et Larry n'était pas un bon pilote. Il ne voyait pas le risque de piloter de Saipan vers les îles voisines, contrairement à moi et à tous les autres. Oh non, je ne le ferai jamais. Voler avec lui, je dis toujours jamais. Tant que je vivrai, je ne volerai jamais avec lui. Oh non, jamais. Je n'ai jamais volé avec lui. Tu es fou? Il a enfreint les instructions et réglementations aéronautiques, négligé l'entretien de son avion et n'a pas tenu de journal de maintenance. En conséquence, son avion déjà vieux était assez branlant, et il le battait et le frappait constamment pour maintenir les ailes en forme. Donc quand il a décollé de Saipan en 1993 après avoir installé de manière désordonnée un moteur plus puissant, ce n'était une surprise pour personne quand peu de temps après le décollage, il a réalisé qu'il avait un problème. Il allait devoir atterrir à nouveau, mais plutôt que de faire demi-tour, Larry a décidé de continuer vers sa destination. Le problème était qu'il ne pouvait pas contrôler sa vitesse aérienne et qu'il allait beaucoup trop vite quand il a atteint Tinian et a descendu pour atterrir. Il a relevé ses volets pour ralentir, mais il allait toujours trop vite. Dans la panique, il a tiré le manche à balai vers l'arrière pour augmenter l'altitude et faire un autre passage et ralentir avant d'atterrir, mais avec les volets toujours relevés. Mais tout ce que cela a fait, c'est caler le moteur et ils ont rapidement descendu et se sont écrasés dans une explosion enflammée au milieu de la jungle. Larry a été très gravement blessé. Le crash avait forcé le manche à balai dans son visage, causant d'énormes lacérations et des blessures aux os du crâne. Il était vivant mais clairement délirant à cause de ses blessures car il continuait à essayer de se lever jusqu'à ce qu'enfin il s'effondre en tas sur le sol alors que le vrombissement des sirènes commençait à s'estomper au loin. Quand Larry a repris conscience, il était à San Francisco après avoir été évacué par avion de Saipan. Il était aveugle de l'œil droit de manière permanente. Les chirurgiens avaient réparé son visage brisé avec de nombreuses vis et plaques, effectuant un travail satisfaisant vu l'étendue des dégâts. Mais il n'était pas entièrement satisfait et a décidé de rester un peu plus longtemps et d'ajouter un lifting à sa liste d'opérations. Il était ravi du résultat, mais il avait l'air un peu étrange pour tous. Larry a remercié le chirurgien pour son excellent travail, en faisant un don de 3 millions de dollars à sa fondation et en l'invitant en vacances à Saipan. La visite du médecin et de sa femme à Saipan a révélé le côté plus sombre de Larry. À Saipan, Larry emmènerait le médecin et sa femme visiter l'un de ses bars préférés. Un bar employé de très jeunes filles comme hôtesses. Le médecin a réalisé que Larry y était un habitué. Peut-être que vivre loin des États-Unis pendant si longtemps avait fait oublier à Larry que le reste du monde ne considère vraiment pas l'embauche de prostituées mineures comme une chose normale de tous les jours.
Larry a dit au médecin et à sa femme choquée alors qu'un carrousel de filles mineures défilait devant eux comme du bétail qu'il avait une peur mortelle du syndrome d'immunodéficience acquise. Il ne coucherait donc qu'avec des vierges. Je suis Mamie Annie. Je travaille dans le bar depuis 1990. Petit gars avec les lunettes. Oui, je me souviens de lui. Larry, c'est un gentil gars. Chaque nuit, il va dans les bars, prend une fille, surtout une jeune fille, une fille vierge. Et ma spécialité, c'est les filles vierges. Caché en pleine vue, Larry avait parcouru les îles pour trouver des filletras mineures à vendre. Il avait une réputation prolifique et insistait sur le fait qu'elles soient non des filles pauvres de la campagne, plutôt que des filles élevées en ville. Il pensait qu'elles étaient, achat de plus probablement, de vrais reins vierges. Pour s'assurer qu'elles étaient vierges, il leur faisait passer un test. Il s'intéressait toujours aux jeunes dames venant de la ferme, des gens des régions reculées des Philippines ou de Palau, vierges. Je lui ai demandé comment il pouvait savoir cela. Elle a dit que, il les emmenait à l'hôtel et leur montrait la douche, s'ils savaient en fait comment utiliser une douche. Il savait qu'ils étaient évidemment dans l'établissement ou un établissement similaire auparavant, donc il les éliminerait. Comme c'est souvent le cas avec les hommes riches, il voyait les femmes et dans ce cas, les enfants comme un autre produit de consommation à acheter et à marchander. Larry a une fois vanté à un ami qu'il avait couché avec 132 vierges. Combien de cela était vrai, c'est à quiconque de deviner. Un associé d'affaires de Larry a raconté comment Larry l'avait impressionné en parlant de conclure des accords avec David Bonderman, un milliardaire très prospère qui avait siégé au conseil de Burger King, de banques et notamment d'Uber. Lorsque Larry a proposé à son associé de l'accompagner pour voir quelque chose d'excitant, ce dernier a accepté. Mais cette excitation et cet intérêt ont lentement changé en horreur alors que Larry les conduisait à un bar miteux en périphérie de Manille. À l'intérieur du bar, un Larry excité a fait signe vers la scène, où défilait un des filles que l'ami estimait ne pas avoir plus de 11 ans, attendant d'être choisi par de riches visiteurs américains. Plusieurs filles les connaissant Larry par son nom se sont aussitôt regroupées autour de lui. C'est ainsi que ça se passait avec Larry. Il se justifiait en se disant que ses filles avaient été vendues dans ce commerce par des parents pauvres, et puisqu'il payait trop cher, il les aidait. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de la moitié des enfants réduits en esclavage sont vendus par leurs parents et proches, ce qui donne une part de vérité à son affirmation. Mais dire que Larry les aidait est une déformation répugnante de la vérité. La vérité, c'est que Larry et d'autres personnes comme lui perpétuent le problème en créant un marché. Pas de marché, pas de souci. Au début des années 90, Larry était prêt à enfreindre d'autres lois que le commerce des mineurs. Il a été parmi les premiers hommes d'affaires américains à investir au Vietnam, malgré l'embargo commercial toujours en vigueur. Cela rendait illégal pour un Américain de faire des affaires dans ce pays officiellement considéré comme un ennemi des États-Unis, même si la guerre était finie depuis longtemps. Larry s'en fichait. Comme à Saipan, lorsqu'il est arrivé pour la première fois, il l'a vu comme un Far West dans lequel il pouvait prospérer et se livrer à ses envies. Et comme le reste de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam avait son propre commerce de filles mineures. Larry a fait à peu près la même chose à Ho Chi Minh qu'il a fait à Saipan. Il courait partout en séduisant les fonctionnaires et en concluant des accords pour des biens et des entreprises. Mais comme il ne pouvait techniquement rien posséder, légalement, il aurait plutôt un propriétaire local et il contribuerait au financement du projet, puis il partagerait les bénéfices à parts égales et aurait une copropriété non officielle de 50-50. Ce que je trouve le plus intéressant, cependant, c'est que il était vraiment populaire au Vietnam précisément parce qu'il choisissait de passer son temps dans des bars ruraux avec des gens pauvres que d'autres touristes éviteraient. Cela semblait gagner le respect des locaux qui n'avaient en tête jamais vu des étrangers agir comme s'ils étaient trop bien pour se mêler aux locaux.
Les habitants de Saipan avaient une perception très similaire de lui. Donc même s'il était un prédateur milliardaire et un criminel, la plupart des gens avaient tendance à avoir une opinion positive de lui, même certaines des filles dont il était la proie. Pendant son temps à voyager en Asie, Larry avait nommé un gars nommé Joe Wechter pour gérer et superviser essentiellement son entreprise UMDA, car Larry ne voulait pas vraiment que les affaires non quotidiennes interrompent en pays ses efforts personnels. UMDA à cette époque était la société la plus puissante et la plus rentable de Micronésie, donc son contrôle valait bien l'effort et le stress qui l'accompagnait. L'avocat de Larry, Peter Dinici, siégeait également au conseil d'administration, un détail qui s'avérera pertinent. Le 21 mai 1995, le Cessna 4 places, mal entretenu et abîmé de Larry, a décollé de l'île de Pagan pour Saipan. Avant le décollage, Larry avait appelé Joséphine, sa petite amie depuis 10 ans, pour qu'elle vienne le chercher à son arrivée à Saipan. Le lendemain, Joséphine est arrivée pour récupérer Larry, mais Larry était introuvable. Elle a vérifié auprès de l'aéroport si son vol était retardé, mais en fait, il n'est jamais arrivé. Aucun signal Save Our Souls n'avait été envoyé non plus, ce qui serait très inhabituel pour un avion en train de s'écraser. Joséphine a signalé l'incident aux autorités, qui ont ensuite dépêché une équipe de recherche et de sauvetage. 6 bateaux et un hélicoptère ont ratissé la zone et tracé la trajectoire de vol de son avion. Les chances de trouver des survivants vivants au-delà du premier jour étaient minces et places car les eaux étaient infestées de redernes et de requins. Ils n'ont rien trouvé le premier jour. Cependant, le deuxième jour, un bateau de pêche a récupéré 2 corps le matin. Aucun d'eux n'était Larry. L'un était le pilote et l'autre était l'associé commercial de Larry. Plus tard dans l'après-midi, l'hélicoptère a repéré un objet flottant dans l'eau lors d'un passage. Il était difficile de déterminer si c'était un corps, mais le banc de poissons l'entourant rendait cette hypothèse plus probable. Le pilote a informé le centre de commandement d'une découverte, mais celui-ci a refusé d'envoyer un bateau pour enquêter, sans raison apparente. Le lendemain, de retour sur le site, l'objet avait disparu. Après 11 jours de recherche, Larry a finalement été déclaré perdu en mer. Peu après les funérailles de Larry, Joe Wechter et Peter Dinici ont rapidement transféré tous ces dossiers à San Francisco. Le jour même de la création d'un département de fiducie par la banque de Saipan pour exécuter le testament de Larry, Joe Wechter en a été nommé vice-président. Heureusement, Larry avait laissé un testament qui accordait une énorme fortune à la recherche médicale sous forme de fiducie, ainsi qu'un don à une université d'1 million de dollars. La personne qui contrôlait la fiducie recevrait également une commission annuelle de 9% pour être exécuteur. 9% de quelques milliards de dollars était une très bonne raison de protéger la position d'exécuteur, et une raison encore meilleure de se nommer soi-même en tant qu'exécuteur. Je ne sais pas si vous connaissez bien les testaments. Je ne le savais pas jusqu'à récemment, mais c'est une sorte de maxime acceptée qu'ils devraient être spécifiques. Les éléments non mentionnés dans un testament sont fréquemment contestés, faute d'instructions spécifiques. Larry avait laissé des instructions spécifiques sur ce qui devait être fait avec la majeure partie de l'argent, mais ce qui avait été curieusement absent était la mention de tous les enfants. La plupart des gens qui rédigent un testament spécifient que les enfants reçoivent, ou ne reçoivent pas, les produits d'un droit de la succession. Le laisser vide et ne pas le mentionner signifiait qu'il pouvait être contesté devant un tribunal. Cela semblait être une étrange omission pour quelqu'un qui avait été si obstinément soucieux des détails en matière juridique. Je veux dire, ces victoires contre les grandes entreprises et le gouvernement des États-Unis avaient été obtenues en prêtant attention à des détails petits, minuscules, infimes. Mais il deviendrait rapidement évident que ce n'était pas une omission. Peu de temps après que Larry ait été officiellement déclaré perdu en mer et que l'exécution de son testament ait commencé, une femme nommée Keilani Kinney a affirmé que Larry l'avait mise enceinte à 16 ans lorsqu'il avait visité Palau. En fait, ce n'était pas sa première manifestation au fil du temps. Une nuit, elle était allée chez Larry, réveillant le couple en affirmant exactement la même chose. Keilani était la première de quelques femmes, toutes travaillant comme prostituées mineures, qui prétendaient que Larry était le père de leurs enfants. 2 Philippines et une Vietnamienne.
Cela a été désastreux pour la fiducie contrôlée par Waechter, car les demandeurs réduiraient le montant d'argent dans la fiducie et aussi le montant d'argent qu'ils recevraient. Alors que tous les enfants commençaient à faire des réclamations, un juge a émis une ordonnance pour effectuer des tests acides désoxyribonucléiques. Alors que le corps de Larry était toujours porté disparu, ils se sont rendus à sa maison pour obtenir de l'acide désoxyribonucléique de son domicile. Sa brosse à dents, sa brosse ou toute cellule de sa peau suffirait un train. Cependant, à leur arrivée, l'endroit avait été nettoyé de manière clinique. Il n'y avait de l'acide désoxyribonucléique nulle part, et tous ses vêtements avaient également disparu. Le mystère de qui avait nettoyé l'endroit de l'acide désoxyribonucléique serait résolu 1 an ou 2 plus tard. Mais entre-temps, les avocats représentant les enfants ont demandé à la famille de Larry aux États-Unis de fournir des échantillons, car leur acide désoxyribonucléique pourrait également prouver que les enfants étaient ceux de Larry. Waechter et Danesi avaient à plusieurs reprises fait 2 arguments. Ces enfants n'appartenaient pas à Larry. Même s'ils étaient les enfants de Larry, ils étaient nés hors mariage, et donc illégitimes et n'avaient droit à rien. Lorsque ces arguments ont été présentés au tribunal, il a été révélé que des années plus tôt, lorsque Larry avait été un juge spécial actif, il avait rédigé une loi qui avait été votée en usage. La loi stipulait que même les enfants illégitimes auraient un droit à l'héritage d'un parent en cas de leur décès. C'était presque comme si Larry avait prévu cela et avait rédigé une loi pour s'assurer que les enfants qu'il avait passé des années à nier leur existence pourraient réclamer son héritage. Malheureusement pour les enfants de Larry, sa famille n'a pas fourni d'échantillons d'acide désoxyribonucléique. L'avocat représentant Kehlani et son fils, qui s'appelait Junior Larry, a demandé les dossiers de découverte de l'affaire. Comme de nombreux grands avocats onéreux, ils ont obéi de façon excessive. Ils ont livré des milliers et des milliers de documents, s'attendant à ce qu'un petit avocat insulaire ne se donne pas la peine de les lire. Heureusement pour Junior, leur avocat, David Luan, était aussi tenace que Larry de son vivant. Il a tout lu. Il est finalement tombé sur une facture d'une entreprise de produits chimiques adressée à la succession de Larry peu après sa mort. La fiducie de Larry à la banque de Saipan, contrôlée par Joe Waechter, a effectué l'achat. L'objet en question, des litres d'acide chlorhydrique. Un acide qui avait été utilisé pour nettoyer l'acide désoxyribonucléique des surfaces dans la maison de Larry. Waechter avait manifestement nettoyé l'endroit lorsqu'il est allé récupérer tous les dossiers de Larry. Après cette révélation, Joséphine, la petite amie de Larry, a avoué avoir retiré tous les vêtements de Larry de la propriété. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que Joe Waechter me l'a demandé. Il m'a dit de les enterrer. Pour me débarrasser des affaires de Larry comme les vêtements. Waechter a nié cela avec une excuse véritablement risible. Selon Waechter, Nokassa s'est débarrassé des affaires lors d'un rituel philippin. Il affirme que vous l'avez contacté pour savoir si vous pouviez jeter les vêtements. Oh non, c'est lui qui m'a appelé. Saviez-vous à l'époque que certains prétendaient être l'enfant de Larry? Oui, j'en ai entendu parler. Et vous saviez quoi? Quelqu'un vous avait expliqué ce qu'était l'acide désoxyribonucléique? J'avais déjà entendu parler de l'acide désoxyribonucléique. Et en avez-vous discuté à un moment avec Joe Waechter à propos d'essayer de se débarrasser en particulier des preuves d'acide désoxyribonucléique ou... Et il a tout dit? Le plan de Waechter a échoué parce que Joséphine n'a en réalité pas brûlé les vêtements. Au lieu de cela, elle les a scellés et enterrés sur le terrain. Dans la fosse, ils ont découvert des vêtements et des objets personnels contenant de l'acide désoxyribonucléique. Grâce à cet acide désoxyribonucléique, Luan a pu faire correspondre l'acide désoxyribonucléique de Junior à celui de Larry et prouver qu'il était bien le fils de Larry. D'autres enfants étaient aussi des correspondances positives. Et grâce à Larry qui a réécrit les lois de l'héritage des années plus tôt, peu importe qu'ils soient nés hors mariage, ils auraient tous droit à une partie de l'immense héritage que Larry a laissé derrière lui lorsqu'il a disparu. Il existe des théories concurrentes courantes sur ce qui est arrivé à Larry. Une théorie stipule que Larry a été éliminé, soit par des personnes voulant prendre le contrôle de sa fortune massive de plusieurs milliards de dollars, soit parce qu'il apportait trop de publicité négative à la corporation qu'il a passé la majeure partie de sa vie à construire. Une autre théorie suggère que l'accident de Larry était fortuit, donnant à des individus impitoyables l'opportunité de réclamer son argent.
Les amis de Larry plaisantent en disant qu'ils ne seraient menacés pas surpris si Larry avait simulé sa mort et se cachait sur l'une des nombreuses îles d'Asie du Sud-Est. Je ne suis pas certain de ce qui lui est arrivé. Son avion a peut-être été saboté par ceux qui voulaient prendre le contrôle de ses entreprises. Ou peut-être que c'était vraiment juste un accident dans lequel les 3 personnes sont mortes. Ou peut-être que Larry a vraiment saboté l'avion pour qu'il s'écrase et a sauté avant qu'il ne touche l'eau afin de pouvoir simuler sa mort, et qu'il vit actuellement une vie secrète quelque part dans les Mariannes. Qu'en pensez-vous ?